Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite ce journal avec les relations sino-sud-africaines. Le président chinois se trouve actuellement à Pretoria en visite d'État en Afrique du Sud. Il s'agit de la seconde visite de Xi Jinping dans la nation arc-en-ciel en tant que chef d'État. Lors de leur entretien après la cérémonie d'accueil, les présidents Xi et Zuma ont discuté des moyens d'améliorer le partenariat stratégique global entre les deux économies émergentes. Les deux dirigeants ont participé à la signature d'une série d'accords de coopération ayant trait à l'économie, à la culture et aux technologies. Une grande cérémonie d'accueil avec 21 tirs de canon à l'Union Buildings. Le président chinois Xi Jinping a été chaleureusement accueilli par son homologue sud-africain Jacob Zuma. Au cours de leur discussion, les deux dirigeants d'État ont convenu d'élever les liens bilatéraux en mettant totalement en place le plan stratégique de coopération sur 5 et 10 ans. Soulignant la coopération bilatérale progressive entre les deux pays, Zuma a salué davantage d'investissements venant de Chine. Il a espéré que les deux parties pourront créer davantage de liens entre des secteurs tels que les échanges humains, la technologie, l'énergie, les produits marins, l'aviation commerciale et le financement. Lors de nos discussions aujourd'hui, le président Xi et moi-même avons fait part de notre satisfaction quant au progrès que nous avons accompli avec la mise en place de projets identifiés. Le président Xi s'est fait l'écho de ce sentiment, déclarant que le partenariat stratégique compréhensif entre la Chine et l'Afrique du Sud avait connu un bel élan avec une confiance politique améliorée et des coopérations pragmatiques accrues dans plusieurs secteurs. Il déclare que cela a apporté des bénéfices tangibles aux deux peuples. Nous partageons la vision que les deux parties doivent continuer à avoir et promouvoir les relations sino-africaines à partir de perspectives stratégiques à long terme. Nous devons maintenir des échanges étroits de haut niveau, renforcer le partage de l'expérience de gouvernance de même que sur les questions d'inquiétude majeures et étendre la compréhension et le support mutuel. Après Pretoria, Xi se rendra à Johannesburg participer à un forum du sommet de la coopération Chine-Afrique du Sud ayant pour thème Afrique-Chine, avancer ensemble, une coopération gagnant-gagnant pour le développement commun. À Pretoria, le président chinois a également rencontré la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Xi Jinping a déclaré que la Chine attachait une grande importance au développement des relations avec l'Union africaine. Il a ajouté que les deux parties devaient accroître la confiance politique, améliorer les mécanismes de dialogue et bâtir un partenariat stratégique. Il a indiqué que la Chine soutenait pleinement les efforts de l'Union africaine pour mettre fin aux pénuries d'infrastructures et de personnel dans la région et qu'elle allait renforcer sa coopération dans les domaines du contrôle sanitaire et des échanges culturels. Madame Zuma a remercié la Chine pour son aide à l'Afrique, en particulier dans la lutte contre le virus Ebola. Elle a précisé que l'Union africaine était disposée à renforcer sa coopération avec la Chine. Passons maintenant au sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Les dirigeants africains et chinois se préparent à la rencontre de vendredi et les ministres négocient encore. Le ministre sud-africain des Relations internationales a salué le rôle de la Chine dans le développement de l'Afrique. Une réunion entre ministres africains et chinois. Ils sont principalement ici pour partager leurs expertises, leur expérience et décider des meilleurs moyens d'aider les régions respectives et d'essayer d'améliorer la vie du peuple. Donner un emploi aux personnes ordinaires de la rue. Il s'agit également d'une occasion, car nous avons investi dans notre pays. Nous aurons également la possibilité de commencer à récolter les capitaux et la récolte possède également des effets secondaires sur l'économie. Il s'agit donc d'un investissement dans notre économie. Par l'intermédiaire de cet engagement, les ministres espèrent renforcer leur coopération. Ils pensent que cela aidera l'Afrique à tracer sa voie du développement. Les principaux défis du continent sont la pauvreté, l'inégalité et le sous-développement. Nous souhaitons dire à nos amis, les Chinois, que vous avez choisi un bon ami en nous. Nous sommes un continent en mouvement, vous êtes là au bon moment, au moment où l'Afrique se développe. Plus de 60% des Africains ont en dessous de 35 ans. Un investissement avec nous est un investissement pour le futur. Le ministre Machaban a déclaré que la coopération Chine-Afrique aidera le développement de nos frères africains et assurera un monde plus juste, plus sécurisé et plus complet. Nous voulons nous assurer que les pays en voie de développement
en particulier les pays africains, profiteront des droits de développement et de prospérité. Les ministres tracent la voie pour le sommet des dirigeants vendredi et leurs engagements continueront au-delà du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique du Sud. Des mesures de renforcement des liens commerciaux bilatéraux entre la Chine et l'Afrique seront annoncées dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvre ce vendredi à Johannesburg. Ce sommet a pour but l'augmentation des volumes d'investissement et d'échanges industriels entre la Chine et l'Afrique. De nombreux pays du continent africain connaissent actuellement des difficultés liées au ralentissement de l'activité économique de la Chine qui constitue son principal partenaire commercial. Cette année, la Chine a dévalué sa monnaie et basculé vers une économie de consommation. Le ralentissement de la demande au sein de la seconde économie mondiale a affecté de nombreux pays d'Afrique. Mais les dirigeants africains espèrent que le Forum sur la coopération sino-africaine explorera de nouvelles pistes de croissance. C'est l'une des raisons pour laquelle l'industrialisation est à l'ordre du jour, car il en va de l'intérêt de la Chine et des pays africains de mettre à profit des capacités manufacturières et les ressources locales afin d'industrialiser l'Afrique. Malgré une croissance en berne dans les deux régions, la Chine et l'Afrique veulent renforcer leurs relations commerciales. En 2014, ce partenariat représentait 220 milliards de dollars, dont la majeure partie a bénéficié à l'économie asiatique. Nous souhaitons restructurer le profil de nos exportations. Près de 90% de nos exportations vers la République populaire de Chine sont des denrées premières et nous sommes satisfaits de cette relation. Mais nous souhaitons orienter ce partenariat stratégique vers un système où nous exporterions des produits avec plus de valeur ajoutée. Le niveau d'endettement de nombreux pays africains est également source d'inquiétude. Certains espèrent que la Chine pourra intervenir en leur faveur. Les banques publiques chinoises sont les principales créancières des États africains. Beaucoup de ces prêts sont souscrits avec des garanties souveraines reposant sur le prix élevé de certaines denrées. L'effondrement du prix de ces denrées au cours des 12 derniers mois va sans aucun doute entraîner le rééchelonnement de nombre de remboursements dont les échéances devront être repoussées. La Chine a fait part de son intention d'aider le continent africain dans sa lutte contre la pauvreté et le développement de nouvelles compétences. Le sommet Chine-Afrique doit donc s'ouvrir ce vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le sommet de cette année marque le 15e anniversaire de l'établissement du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est aussi la première fois que ce sommet est organisé en Afrique. Des représentants africains en Chine se rappellent des progrès effectués dans le passé et affirment qu'ils s'attendent à ce que le sommet de cette année crée une plateforme pour favoriser plus de coopération dans l'avenir. 15 années se sont écoulées. Les Africains disent que leur collaboration avec la Chine a donné de grands résultats. Ils en attendent encore plus durant ce sommet. Vous savez, le bilan est très facile à faire. Il suffit de voir les grands agrégats. Entre 2000 et 2015, en 15 années, le nombre de projets, le montant des investissements, le nombre de cadres africains qui ont été formés en Chine, le nombre d'opérateurs économiques, mais aussi dans le domaine de la santé qui opèrent en Afrique. Je crois que le bilan est largement positif. L'ambassadeur estime que plusieurs autres secteurs pourraient bénéficier de plus de collaboration. Indéniablement dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des pêches, dans le domaine de l'environnement. C'est une question globale importante. La Chine est largement impliquée dans ce domaine. On le voit tous les jours en Chine. Nous sommes à la veille de la grande conférence, la COP21 à Paris. Et le Maroc a un rôle particulier puisque c'est lui qui va accueillir la COP22. Les ambassadeurs africains disent attendre beaucoup de ce sommet, le premier à être organisé en Afrique. D'abord, c'est un sentiment de fierté en tant qu'Africain, que ce soit un de nos pays qui reçoive cela, et ce sommet. En témoigne
la présence déjà signalée de plus de 40 chefs d'État qui seront donc présents, on s'est dit tout l'intérêt que suscite aujourd'hui ce sommet. La délégation ivoirienne sera conduite par le président de la République, avec le ministre d'État et le ministre de l'intégration africaine. Nos attentes sont énormes. Nos attentes sont énormes par rapport à ce sommet parce que je vous disais tout à l'heure que le président Ouattara a entamé son deuxième mandat. La Côte d'Ivoire est le seul pays du genre sur le continent africain. Plusieurs autres espèrent développer leur économie et améliorer la qualité de vie de leurs citoyens en coopérant davantage avec la deuxième économie du monde. Près de 55 ans après le début de leurs relations diplomatiques, la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo ne faiblit pas. Elle prend aujourd'hui, comme nous allons l'entendre dans un instant, des formes multiples. En fait, la coopération avec la Chine a évolué. Au début, c'était une coopération d'État à État. Je me rappelle quand je suis parti pour négocier, c'était pour la construction de ce palais du peuple, pour la construction du stade, mais là c'était des dons d'État à État. Tandis que maintenant, cette coopération évolue parce que vous avez des entreprises chinoises, vous avez même des privés chinois qui viennent, vous avez les banques chinoises qui interviennent dans le financement des projets. Vous avez les entreprises chinoises qui participent aux appels d'offres dans beaucoup de pays africains et qui gagnent. J'ai eu la chance moi-même de donner à une entreprise chinoise parce que j'étais ministre des Travaux publics. Et il y a eu l'entreprise qui a participé à la construction d'une route dans la province orientale. Donc vous avez vraiment une coopération multiforme. Et maintenant, vous avez même des individus qui viennent en Chine. Lorsque vous êtes ici à la Cité, vous trouvez des Chinois qui ont leur boutique, qui développent des tas de choses et qui apprennent aux Congolais cette manière de vivre en autarcie, c'est-à-dire de pouvoir compter sur soi-même. Justice à présent. En Afrique du Sud, la famille d'Oscar Pistorius a qualifié le dernier verdict de sévère. La Cour d'appel suprême vient en effet de transformer la condamnation de l'ancien athlète pour homicide involontaire en condamnation pour assassinat dans l'affaire du meurtre de sa compagne Riva Steenkamp en février 2013. Monsieur Pistorius attend maintenant que sa peine soit prononcée. C'est maintenant officiel, Oscar Pistorius va faire son retour en prison. Un verdict qui a été critiqué par les experts judiciaires et par la plupart des Sud-Africains. Brilliant judgment by the full bench, a unanimous decision delivered by Justice Leach. Un jugement unanime de la part de l'ensemble de la Cour en faveur de l'État concernant les premières et secondes questions juridiques qui sont l'application incorrecte de l'intention délictueuse et le manquement à prendre en considération toutes les preuves, spécialement celles fournies par le capitaine Mac Mangena. Le tout ayant permis d'aboutir aux 5 ans de prison initialement prononcés. Pistorius est actuellement en résidence surveillée après avoir passé 1 an en prison, mais pas pour longtemps. La condamnation devrait être prononcée plus tôt que prévu, même si la Cour va suspendre son activité durant la période de décembre. Il pourrait se réunir à nouveau pour une session spéciale durant la suspension d'activité. La Cour suspend en effet son activité entre le 15 décembre et le 20 janvier, mais elle peut appeler une séance spéciale pour une audience de cette affaire et pour en finir une bonne fois pour toutes. Alors que la condamnation minimum pour meurtre en Afrique du Sud est de 15 ans, les juges peuvent moduler la peine. Si la liberté conditionnelle lui est accordée, il purgera seulement la moitié de sa peine et sera donc libéré dans 7 ans et demi. Nous faisons maintenant un point sur la fusillade qui s'est produite dans l'État de Californie aux États-Unis. Une attaque au centre de services sociaux de San Bernardino a fait 14 victimes et 17 blessés. La police a confirmé avoir tué les 2 suspects lors des échanges de tirs qui ont suivi.
Le premier homme identifié est Zied Rizwan Farouk. Il est âgé de 28 ans. On m'a dit qu'il était né sur le sol américain. La personne qui était avec lui était une femme, elle aussi décédée. Son nom est Tsefin Malik. Elle a 27 ans. Je n'ai pas d'informations supplémentaires sur son lieu d'origine. Le chef de la police a indiqué que Farouk et Malik semblaient être les deux seuls tireurs impliqués. Il a déclaré que les deux étaient peut-être mariés ou du moins en couple. Farouk était employé du comté et participait à une fête de vacances au centre régional d'Inland avant d'ouvrir le feu lors de la célébration. La police travaille sur de multiples scènes de crime pour cette enquête, dont une maison dans le voisinage des Redlands, qui serait connectée aux assaillants. La motivation de l'attaque demeure inconnue, mais la police n'a pas exclu la possibilité d'une attaque terroriste. Le président russe Vladimir Poutine a lancé un appel pour former un front international contre l'extrémisme. Monsieur Poutine a formulé cette déclaration mardi dernier lors de son discours à la nation. Le président russe a également appelé à mettre fin au double standard sur le terrorisme et d'arrêter de soutenir les groupes extrémistes. Par ailleurs, le président russe a déclaré que la Turquie allait regretter d'avoir abattu la semaine dernière un avion de guerre russe près de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il a également déclaré que la Russie était au courant du soutien de la Turquie apporté aux terroristes islamistes. Vladimir Poutine a prévenu que la Russie allait adopter des sanctions supplémentaires contre la Turquie. Le pays a déjà interdit l'importation de certains produits turcs en réponse à l'avion abattu et d'autres sanctions sont également sur le point d'être adoptées. La coprésidente du groupe de travail des Nations Unies sur le changement climatique a réitéré l'importance de maintenir de basses températures au niveau mondial. Elle a également souligné les conséquences d'un réchauffement climatique. L'objectif de 2 degrés est un choix politique qui n'a jamais été suggéré par les scientifiques. Le dernier rapport indique clairement que l'amplitude du réchauffement provoquera, en fonction de sa magnitude, un risque d'impact grave et parfois irréversible. Des impacts qui pourraient être au-delà de nos capacités d'adaptation. Entre 1,5 et 2 degrés, il existe, je dirais, 2 exemples de conséquences à long terme. L'une concerne les récifs coralliens, en tant qu'écosystème particulièrement vulnérable. L'autre est relative au risque à long terme de déstabilisation de la calotte glaciaire et de la montée du niveau de la mer. Les négociateurs travaillent sur un projet mis à mal par des questions récurrentes qui nécessitent une solution. Le principal défi est financier, puisque les nations en développement doivent trouver plusieurs milliards de dollars leur permettant de ne plus recourir aux énergies fossiles tout en s'adaptant aux conséquences du changement climatique. Un accord décroché à Paris serait sans nul doute une avancée historique dans la volonté des pays pauvres et riches de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec de l'économie. Selon une étude réalisée par un institut privé, l'activité du secteur tertiaire chinois a ralenti au mois de novembre du fait d'une baisse du nombre de commandes. L'indice des directeurs d'achat a chuté à 51,2 en novembre, alors qu'en octobre, il atteignait pour le 3e mois consécutif les 52%. Un indice au-dessus de 50 signifie une croissance de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un nombre inférieur indique une contraction économique. Les analystes expliquent que le développement du secteur des services, qui intervient au moment où l'activité du secteur manufacturier est en déclin, est le signe d'une amélioration de la structure économique du pays. Ils préconisent des mesures fiscales et monétaires coordonnées et recommandent d'éviter une intervention massive. L'inclusion du renminbi dans les DTS est une bonne nouvelle pour les exportateurs chinois car il devrait augmenter l'utilisation du yuan comme monnaie de règlement. Cela va donc diminuer les risques des exportateurs. Dans le sud de la Chine, Shenzhen est l'un des centres mondiaux de fabrication de drones civils. Astar Technology est un fabricant de drones qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'export. Mais sa marge bénéficiaire est parfois grignotée par les variations de taux de change. Prenons ce drone par exemple. Notre marge brute est d'environ 12 points et nous devons le livrer sous 45 jours. Si le yuan augmente contre le dollar de 5 points durant cette période, nous perdons 5 points de profit. Cela signifie 0 bénéfice net pour notre société. La Chine est actuellement le premier pays au monde en termes de commerce international, mais la plupart de ses transactions sont libellées en dollars.
La marge des exportateurs chinois est mince et la fluctuation des taux de change s'y répercute directement. C'est pourquoi la plupart des entreprises de Shenzhen sont ravies de l'inclusion du renminbi dans le panier de devises du FMI. L'instabilité des taux de change pesait fortement sur nos bénéfices et notre budget, et cela nous a rendus indécis quand il a fallu investir dans des marchés étrangers. Et d'ajouter que l'inclusion du yuan permettra de réduire les risques à l'export et facilitera les investissements à l'étranger. Par contre, cela une fois seulement que le renminbi sera utilisé à une plus grande échelle dans les transactions internationales. Environnement maintenant. Le nord-est de la Chine compte en grande partie sur le chauffage au charbon pour combattre le froid de l'hiver. Au début du mois de novembre, alors que les maisons commençaient à utiliser du chauffage, la qualité de l'air a atteint des niveaux extrêmement dangereux à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning. Comment trouver une alternative à un système qui existe depuis plus de 50 ans? Réponse en images. Avec l'hiver qui est déjà bien installé, les habitants du nord-est de la Chine rentrent dans leur maison bien chaude après une longue journée de travail. Ce niveau de confort est possible grâce à un système de chauffage au charbon. Mais cela veut aussi dire qu'il faut inhaler de l'air toxique lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Chaque année pendant l'hiver, les gens du nord-est du pays utilisent leur système de chauffage alimenté au charbon. Les villes sont souvent complètement enveloppées par le smog. Mais existe-t-il une alternative au charbon? Et si c'est le cas, est-ce que cela est viable économiquement? Voici un immeuble résidentiel typique dans le nord-est de la Chine. La chaleur provient d'une chaudière alimentée au charbon. Plus la maison est chaude, plus il y a de particules polluantes dans l'air. L'utilisation de l'électricité est une solution. Un groupe d'écologistes à Shenyang a remplacé la vieille chaudière à cette station. L'investissement initial qui ne compte pas les coûts d'entretien, l'usure et le remplacement de l'équipement s'élève à environ 200 yuan par mètre carré par ménage. Un mois après le début du projet, les données montrent que la qualité de l'air de la zone s'est améliorée de façon importante. Même si 200 yuan ou 31 $ américains ne semblent pas être une grosse somme, essayez de multiplier par 270 millions de mètres carrés le total de la superficie occupée par les ménages de Shenyang. Si on remplace le charbon par l'électricité, les gens vont devoir payer 2 fois plus cher qu'à l'heure actuelle. Et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Wang Qinglin est conseiller provincial et a soumis plusieurs propositions en lien avec ce projet. Les factures d'électricité des stations de chauffage rendent plus difficile la promotion du projet. Si un prix préférentiel pour l'électricité peut être accordé par les autorités au niveau national, le projet sera beaucoup plus intéressant. Pour une région comme le Nord-Est dont l'économie traverse une période difficile, la question reste de savoir comment les gens peuvent se garder au chaud sans avoir à vivre en permanence dans un épais brouillard toxique. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30, dans 1 heure, heure locale de Beijing pour un nouveau journal. Excellent type de programme sur notre chaîne.